bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour votre émission débrief. Lilian au micro pour revenir sur le déplacement du Paris Basketball à Nanterre pour le compte de la deuxième journée de Betclic Elite. Et pour m'accompagner, il troque sa casquette de présentateur pour celle de chroniqueur. Flavien, bonjour. Salut Lilian, ouais c'est vrai, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas plus mal. Et oui, c'est pas plus mal pour revenir sur ce match Nanterre 97, Paris 83. C'est une deuxième défaite en autant de matchs pour le club de la capitale, après bien sûr la déconvenue initiale à Bourg-en-Bresse. Mais là, le scénario du match était bien différent du premier, où les hommes de Will Weaver, à Nanterre, ont notamment craqué au retour des vestiaires. On y reviendra. Mais d'abord, Flavien, est-ce qu'on peut commencer ce débrief par dire que cette défaite, par rapport à celle à Bourg-en-Bresse, elle est somme toute logique par rapport à la physionomie de cette rencontre? C'est assez simple, Paris a joué vraiment, on va dire, un quart-temps au basket, et quand tu joues, c'est la règle, hein, mais quand tu joues pas 40 minutes au basket, tu as de grandes chances de perdre. Là où ça change de samedi soir et de la défaite à Bourg, c'est qu'à Bourg, ça se joue sur des petits détails, sur un arrière qui prend feu, sur des détails que Paris n'avait pas su maîtriser. Là, aujourd'hui, les détails, c'est pas ça qui a compté, c'est vraiment le plan de jeu et peut-être même, en fait, beaucoup de choses des craintes qu'on avait eues lorsqu'on avait fait la preview. Franchement, j'ai eu l'impression de tout voir d'un coup exploser à la face des Parisiens. Un problème notamment dans le collectif, mais je sais on va y revenir. Et vraiment, le moment où Paris a craqué, ce troisième quart-temps, où je crois qu'il y a 28-10 pour Nanterre, où c'était limite gênant en fait de regarder le match, tellement Paris avait perdu le mojo, avait complètement laissé passer sa chance dans la rencontre. Et puis, il y a eu un semblant de retour en fin de partie. Je crois que Paris est passé de -22 à -9 quand il reste quelques minutes à jouer. Mais c'était vraiment un semblant de retour. C'était plus Nanterre qui avait mis le frein sur la fin de match et pas Paris qui avait mis un coup d'accélérateur. Celle-là est pas frustrante. Cette défaite, tu le dis, a été logique. Et en vrai, Paris a jamais vraiment eu le match en main pour l'emporter. Qu'est-ce que Paris a moins bien fait lors de ce match, notamment du coup en seconde période, mais qu'est-ce qui a moins allé par rapport au premier match à Bourg-en-Bresse? J'ai trouvé que dans l'agressivité déjà, que Paris n'était pas forcément connecté. Alors, il y a, je pense, beaucoup de facteurs, mais il y a celui déjà de ne pas avoir d'entraîneur, l'entraîneur principal qui ne peut pas coacher, déjà c'en est un. Je trouve que il y a un gros problème de défense sur la défense extérieure. On voit notamment que les arrières de Nanterre, que ce soit Justin Bimmins ou leur arrière dont j'ai plus le nom, qui était à Levallois l'an dernier, bref, qui ont notamment sur sortie de dribble, ont vachement artillé, on fait très mal, et un Miralem Malilovic qui a fait extrêmement mal aussi à l'intérieur parce que il est très fuyant et il a été capable en tout cas de gêner Kamagaté en défense, qui même s'il fait un bon match dans l'ensemble, je trouve c'est compliqué pour lui de défendre sur des intérieurs fuyants. Il va pas shooter à 3 points, mais il va prendre du mi-distance ou s'écarter un peu de la raquette, et c'est là où Kamagaté lui est plus facile pour défendre. Bref, dans la globalité, moi j'ai pas trouvé en fait Paris serein, à part il y a eu un petit run dans les 5 dernières minutes du premier quart-temps, mais vraiment 5 minutes où Paris était déjà, je crois il y avait 14-7 pour Nanterre. Paris est repassé avec 5 points d'avance. Tout de suite, on a senti que Nanterre avait reconnecté et joué. Ils ont fait un super match, Nanterre, en fait. C'est déjà le crédit, il est à donner à Nanterre. Et derrière, Paris a pas su à réenclencher et jouer au basket collectivement. Dans notre preview de la saison 2022-2023, qu'on vous invite bien sûr à aller écouter, il est encore temps. On avait notamment placé la stabilité du groupe en point fort, avec il y a eu assez peu de mouvements au final, mais on a l'impression sur ces deux premiers matchs, alors que, à contrario, Paris avait fait une bonne pré-saison, que le collectif se cherche. Et tu le citais, il y avait notamment ce troisième quart-temps où Paris encaisse un 28-10. Et on a l'impression que ça a un peu illustré cela dans le match, ce manque de cohésion, alors que pourtant dans la pré-saison, on pensait justement que Paris s'était très vite adapté avec ses nouveaux joueurs et son nouveau style de jeu. Tu vois, en fait, tu te fais la réflexion, les joueurs, on va dire, les plus importants de l'effectif, mis à part Kyle Holman et Kamagaté,
C'est quasiment que des nouveaux arrivants avec Tyrone Wallace et Amir Sims. J'ai même envie de te dire que Axel Toupane en fait partie parce que la saison dernière, il joue que 10 matchs avec Paris. Donc ça laisse pas forcément le temps de t'imprégner. En plus, c'était 10 matchs, mais il en joue en janvier, en février. Après, il en joue que fin mars. Après, il a attendu 2 mois avant de jouer 2 matchs en fin de saison. Enfin bref. Et du coup, je me pose la question en fait de si ce collectif se connaît si bien que ça. Et en fait, je trouve que ça s'est vu sur le terrain. Alors, il y a des moments où, évidemment, c'est les recrues aussi qui se comprennent pas. Il y a Amar Gegic qui est arrivé il y a 10 jours. C'est une séquence qu'on a vue. Moi, j'étais devant la télé, j'étais pas à Nanterre. Mais qu'on voit très bien où Amar Gegic et Amir Sims se comprennent pas du tout en défense et tu prends 2 points faciles. Et ça, j'ai trouvé que, déjà, bon, entre les recrues, ça se voyait. Et moi, je trouve un problème collectif sur l'adéquation notamment en défense entre les arrières qui ont du mal à défendre et qui explosent du coup facilement ta raquette, qui sont pas des mauvais défenseurs, au contraire, tu as des très bons défenseurs, mais je trouve que le fait d'avoir des trop mauvais défenseurs sur tes postes arrière pénalise énormément en fait, ce que tu as dans ta raquette. Et en attaque, c'est là où en fait, Paris va vivre et mourir avec son attaque, ça on l'avait déjà dit. Et aujourd'hui, tu vois très bien qu'ils sont morts avec leur attaque parce qu'un Tyrone Wallace passe pas un bon match et qu'il a forcé beaucoup. Je trouve que Kyle Holman fait des stats, mais on a très peu d'impact avec lui, même Kamagaté. Et ce collectif, toujours, peine à se trouver. On voit qu'en fait, il cherche encore à se trouver. Le problème, c'est que la saison a déjà démarré et que tu es déjà à 0-2. Ouais, une saison qui peine à démarrer sur le terrain et surtout qu'en dehors aussi des parquets, ben, il y a quelques soucis pour Paris. Tu l'as mentionné très brièvement en début de podcast, on n'avait pas pu forcément y revenir dans la première émission débrief, mais il y a le souci pour Paris que il n'y a pas d'entraîneur à sa tête, ou en tout cas pas officiellement, ou en tout cas pas celui qu'on attend, puisque c'est Bienvenu Kindoki qui sur la feuille de match est l'entraîneur principal du Paris Basketball sur ces 2 rencontres, car Will Weaver, l'entraîneur américain qui arrivait cet été, n'est pas qualifié pour les rencontres. Alors il a le droit d'être sur le banc, mais il ne peut pas donner de consignes à ses joueurs. Est-ce que tu peux revenir sur cette situation un peu, Flavien? Parce que hier, il y a eu un petit peu, on a appris des choses, en tout cas Antoine qui était sur place à Nanterre a notamment pu recueillir les réactions du président David Kahn qui est très très mécontent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'était pas prévu qu'il intervienne après le match, David Kahn. Non, effectivement, c'est une situation qui est pas inédite en LNB, qui est déjà arrivée, je crois, à Monaco avec Sasa Obradovic il y a quelques années. Mais en fait, c'est compliqué pour cette équipe qui avait basé toute sa pré-saison. Forcément, tu te bases avec ton entraîneur, avec ton head coach. Et puis là, d'un coup, tu te rends compte que tu débutes ta saison avec Bienvenu Kindoki, du coup, qui doit faire le relais de Will Weaver. Parce que Will Weaver, en fait, ne doit même pas parler aux joueurs, tout court. Je crois même pas qu'il a le droit. Il doit juste être sur le banc et il a juste le droit d'être sur le banc. Bref, c'est assez inédit pour Paris de démarrer une saison comme ça. Alors, je pense que ça change beaucoup de choses parce que de toute manière, l'entraîneur, c'est Will Weaver, c'est par lui que tout passe normalement. Et s'il n'a pas un relais direct avec les joueurs, c'est compliqué. Et je sais qu'Antoine, il a discuté un petit peu avec Will Weaver après le match et qui lui a dit j'aimerais bien qu'on me laisse faire mon travail, ce serait plus facile. On n'aurait pas forcément perdu. Si, effectivement, voilà. Déjà, si t'as ton entraîneur, je sais pas si le match est pareil. Probablement que si, en fait, parce que de toute manière, le collectif. Will Weaver est pas magicien, il est pas sur le terrain, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mais il y a des choses que tu pourrais plus facilement mettre en place ou qui pourraient plus facilement corriger s'il était à la tête de l'équipe comme il devrait l'être. Maintenant, il y a des petits soucis de papier qui. On ne sait pas quand ça va rentrer dans l'ordre, mais en tout cas, ça pénalise, je pense, Paris assez durement sur ce début de saison. C'est évident que les déboires de Paris ne sont pas uniquement dus à l'absence de son entraîneur, mais forcément ça doit jouer, notamment aussi pour on parlait de ce manque un petit peu de collectif, ça doit quand même un petit peu perturber les joueurs d'avoir des indications données pas bienvenues, alors que pendant toute la pré-saison, c'est Will Weaver qui était déjà, qui donnait ses consignes sur le banc, donc forcément, ça doit un petit peu malgré tout influer dans les têtes parisiennes en tout cas. Pour la dernière partie de notre podcast débrief, on va parler d'un homme qui a battu son record à l'évaluation dans l'Ain le week-end dernier.
Et Ismaël Kamagaté a de nouveau signé un excellent match au Palais des Sports Maurice Thorez avec, je cite, 15 points à 6 sur 7 au tir, 11 rebonds et 2 passes. Mais le problème, Flavien, c'est qu'on a l'impression que les très bonnes performances individuelles d'Ismaël Kamagaté sur ce début de saison, malheureusement, ça ne se retranscrit pas dans les résultats collectifs de l'équipe. Moi, je trouve que il est un peu trop esselé. Alors, à Bourg, en fait, Amir Sims a pris très vite 5 fautes. Et il s'est retrouvé à se tâter un peu dans le vide. Et j'ai un peu retrouvé cette impression-là. Ismaël, de lui-même, c'était lui qui était en conférence de presse après le match, dit qu'il n'a pas fait un bon match. Il termine avec 24 d'évaluation. Il a été très vite frustré aussi par les arbitres pendant la rencontre. Il prend 3 fautes assez vite. Dès l'entame du troisième quart, il a 3 fautes. Ouais, sa gestion de faute, après, il a bien géré, mais c'est délicat quand c'est ton seul pivot, parce que c'est toujours le cas. Et c'est vrai que il pèse pas sur le résultat du match, et pour l'instant, je trouve pas de sa faute. Parce qu'il est très mal entouré pour être efficace en défense. Et je me dis en fait que s'il était pas là déjà, Paris prendrait des valises en tout cas beaucoup plus importantes que ce qu'il ne prend maintenant, alors qu'il c'est déjà la 18e défense du championnat. Mais par contre, en attaque, je l'ai trouvé beaucoup mieux qu'à Bourg, assez étrangement. Alors, il est toujours pas forcément servi dans les bonnes conditions. Et encore une fois, le problème de ne pas avoir un vrai meneur de métier sur le poste 1, je trouve pénalise énormément Kamagaté dans tout ce qui est pick and roll, etc. Il est très peu servi, notamment par Wallace. Mais il y a eu des séquences, notamment quand il se retrouve avec le ballon poste haut, pour trouver des passes dans les corners. Voilà, tu as cité 2 passes décisives. Je crois que les deux, c'est sur ce genre de situation où il se retrouve vraiment tête de raquette à servir dans les corners pour des shooters type Toupane qui avait bien démarré, ou un KJ ou un Wallace. Bref, je ne sais même plus pour qui il envoie les passes, mais en tout cas, il y avait des choses un peu plus intéressantes. Mais il pèse pas sur la rencontre, et c'est dommage en fait, vu la production qu'il a sur le terrain. C'est dommage que lui, et je vais même envie d'élargir à Sims qui finit avec 17 déval, que les deux n'ont pas réussi à trouver, à être vraiment impactants sur cette partie. C'est peut-être un problème sur lequel on reviendra dans des émissions futures, le fait que les relations extérieures-intérieures ne semblent pas, pour l'instant, en tout cas au beau fixe. On a l'impression qu'il y a un petit peu une monopolisation du ballon des joueurs comme Wallace et Alman, au détriment de Sims, Kamagaté, voire peut-être même Sleva, qui pourtant, peut-être sur les premiers matchs, mériterait peut-être plus de ballons à voir Ah, sur la suite des rencontres. Ce qui est peut-être intéressant sur Ismaël, c'est que, un peu comme avec Juan l'an dernier, on a l'impression que son été passé aux États-Unis avec son équipe des Nuggets qu'il a drafté en juin dernier, on sent déjà un petit peu les effets de ça aussi. ah oui, complètement. Complètement, tu vois physiquement déjà qu'il a pris des épaules, des bras, un peu comme Juan l'avait fait lorsqu'il était revenu de Boston en 2021. Là, pour Kamagaté, après son passage en Summer League avec Denver, c'est exactement ce qu'on voit. Plus dominant, plus fort au rebond, parce qu'il est sur 2 doubles-doubles quand même. Il termine avec 16 rebonds contre Bourg. Et c'est un rebond de son record en LNB, puisqu'il avait fait 17, je crois, il y a 2 ans en Leaders Cup Pro B. Donc vraiment déjà un niveau vraiment en dessous. Donc c'était... Enfin, tu vois, moi je trouve que vraiment c'est sur la bataille au rebond où ça se voit le plus, où c'était le plus marquant. Puis évidemment, il a fait 8 contre samedi, on l'a même pas cité, je crois, en plus, dans le podcast de débrief, tellement on avait parlé de Wallace, mais il montre qu'il a passé un cap, qu'il a encore monté d'un cran son niveau de jeu. Et vraiment, je suis persuadé que si c'est un autre pivot à l'intérieur de cette raquette pour Paris, je suis pas, en fait, je pense que le niveau défensif sera encore plus faible que ce qu'il est maintenant. Et il est déjà pas pas très très haut. Donc, si on met un peu tout en perspective, je trouve que pour l'instant, c'est vraiment pas la bonne surprise, mais en tout cas le très bon point de ce début de saison. C'est Ismaël Kamagaté. J'aimerais vraiment qu'il ait un backup pour le faire souffler. De toute manière, ça va être obligatoire vu les séances qui vont arriver pour Paris. Le recup dans une quinzaine de jours, mais déjà Blois samedi. Et avant de refermer cette page Nanterre, revenons quelques instants, Flavien, sur le match Espoir qui a vu là aussi les Parisiens s'incliner, mais cette fois c'était d'une plus courte tête face aux Nantériens.
Oui, bah écoute, les espoirs pour l'instant démarrent un peu pareil que l'an dernier, donc 0-2 pareil, défaite à Bourg très très large, et là défaite à Nanterre, euh, seulement de 6 points, 75-69, avec un bon retour, hein, parce qu'il y avait moins 15, moins 12 à un moment, et Paris est revenu très très fort. Écoute, pour l'instant, moi j'ai pas encore eu l'occasion de voir cette équipe, mais ce qui ressort vraiment des deux premiers matchs, c'est vraiment la domination du duo Malwaya et Diawara. Malwaya a encore beaucoup de mal, parce qu'il est il tente beaucoup de tirs à 3 points notamment, pas très adroit. Il finit à 21 points certes, mais à 2 sur 9 à 3 points, et seulement 8 d'évaluation. Et puis moi je trouve que c'est Mohamed Diawara du coup, qui déjà en pré-saison avec Paris, avec les pros, m'avait impressionné dans le rôle qu'il avait. En tout cas, m'avait surpris. Et là, 23 points, 10 rebonds, 4 passes, 23 d'évaluation. Donc vraiment, et 4 interceptions que j'ai oublié en plus. Donc vraiment, Diawara prend vraiment les rênes de cette équipe. C'est vraiment, vraiment important. Faudra voir ensuite derrière ce que ça donne, parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, et même un nouvel entraîneur. Donc le temps que tout se mette en place. Mais pas d'inquiétude spéciale, en tout cas pour cette équipe des espoirs, qui va gagner des matchs cette année, pas beaucoup peut-être, ça c'est bien possible, mais en tout cas à surveiller cette équipe. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'alchimie collective doit se faire à la fois chez les pros et chez les espoirs. Donc on verra si ça pourra se concrétiser. Et ben on va terminer ce podcast en disant un dernier mot sur le prochain adversaire de Paris justement, qui recevra Blois le samedi 1er octobre à la Halle Carpentier. Alors c'est un adversaire que Paris connaît bien pour avoir affronté les Blésois plusieurs fois en Pro B, et en plus des affrontements toujours un petit peu fratricides où il y avait toujours un scénario assez rocambolesque. L'équipe de Michael Eki, contrairement à Paris, fait plutôt un début de saison idéal pour la première saison de Blois de son histoire en première division. 2 matchs, 2 victoires, dont une de prestige au jeu de paume. C'était contre l'Asvel. Autant dire que pour Paris, là, c'est déjà un match coup près face à un adversaire qui paraît en forme, malgré que ce soit un promu. Et Flavien, c'est capital pour Paris pour éviter de se retrouver en 0-3. Je sais pas si c'est un match coup près en vrai, parce que bon, sur 34 matchs, tu sais qu'à la troisième journée, mais c'est vrai que t'as perdu 2 fois à l'extérieur, parce qu'on désigne qui vise le top 8, tu peux te dire que c'est possible. Par contre, perdre contre un promu à domicile, ça c'est, je pense, pas envisageable pour cette équipe, qui doit absolument, en plus, enfin, qui retrouve son public, qui a besoin d'une victoire absolument pour lancer sa saison. Parce qu'après, de toute façon, on l'avait cité même, je me souviens, dans la preview, on avait dit que le début de calendrier était difficile, que ce serait bien de gagner des matchs, au moins un à l'extérieur. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Parce qu'après Blois, je crois que c'est Limoges, c'est un déplacement à Limoges. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Effectivement, Blois est sur une très bonne série. 2 belles victoires. Je sais qu'ils ont un. Je l'avais vu un petit peu en pré-saison, et il a l'air de confirmer, c'est qu'André Cook, là, leur arrière, qui a l'air d'être un très très bon shooter, et qui a l'air de bien prendre feu. Là, c'est Mbaye Ndiaye qui a été le meilleur joueur côté Blésois mardi soir contre l'Asvel. Je suis pas inquiet, moi je pense que Paris va gagner, mais de toute manière, cette équipe est jamais meilleure que quand elle est dos au mur. Elle commence à l'être un petit peu. Un bon réveil serait bien attendu pour samedi soir. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième podcast débrief de la saison. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter et Paris Basketball On Air tout collé sur Instagram et Facebook. Merci à vous et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao!